Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans T'es dans le match pour cette émission de reprise après les fêtes de fin d'année. Au nom de toute l'équipe, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2025 avec en premier lieu la santé, bien évidemment, et puis pour tous les supporters du Stade Brestois, une année 2025 aussi forte en émotion que celle qui vient de s'achever. Ce sera difficile de faire mieux, mais sait-on jamais. À mes côtés pour cette première de l'année, Pierre-Yves Henry, journaliste au Télégramme. Salut Pierrot. Salut Ludo. Notre abonné de la semaine nous vient de Concarneau. Le plaisir d'accueillir Bernard Lemaine. Salut Bernard. Bonjour Ludo. Sois le bienvenu. Merci. Fidèle supporter du Stade Brestois depuis 20 ans, 60 ans, pardon. Depuis 67. Depuis 1967 et également bénévole au club pendant près de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, à la buvette. À la buvette, oui. Belle longévité. Et puis pour nous accompagner en ce lundi, on retrouve également Xavier Grimaud, journaliste à RMC Sport. Salut Xavier. Bonjour à tous. Xavier qui était présent hier au stade Raymond Kopa pour commenter la rencontre face au SCO d'Angers. Avant de revenir en détail sur ce match et cette nouvelle défaite à l'extérieur, on va d'abord ouvrir un premier débat avec cette question. Quel mercato d'hiver pour le Stade Brestois? Le sujet a bien évidemment été évoqué dans les colonnes du Télégramme en ce début d'année. Pierre-Yves, pour commencer, quelle est la tendance au club et notamment du côté du directeur sportif Grégory Lorenzi que tu as pu interroger un peu avant les fêtes? C'était avant les fêtes, avant le match de Coupe de France à La Roche-sur-Yon. Donc l'idée, c'était de ce que lui disait, c'était de renforcer le secteur défensif avec des joueurs un peu qui pouvaient jouer latéral et défenseur axial. Des joueurs à gauche comme à droite, sur les latéraux. Plutôt à gauche de ce que j'ai compris. Ouais. Plutôt à gauche de ce que j'ai compris. Milieu de terrain aussi, pourquoi pas. Parce qu'il y a des blessures aussi, José Martin et Pierre Lesmelou. Donc l'idée, c'est de renforcer avec des joueurs qui sont capables de jouer un peu une polyvalence aussi sur plusieurs postes. Alors ça, c'est la version club, mais j'aimerais avoir votre avis à tous les trois. Quels sont, selon vous, peut-être les manques, les besoins de cette équipe, au-delà des souhaits formulés par Lorenzi ou le coach? Bernard, ton avis sur le sujet? Alors, en tenant compte du match d'hier, il y a une priorité, c'est le côté gauche. Le côté gauche... On pense du coup à Massadio Haïdara ou oui, Jordan Amavi à ce oui, poste. Le côté gauche était très faible hier. Et comment dire, l'idéal, comme dit Pierre-Yves, ce serait un joueur polyvalent qui peut jouer arrière central gauche et arrière gauche à la fois. Et ce serait l'idéal. Le côté droit, ça va. Avec Kenny Lala, Zogbe, bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Xavier, même question. Selon toi, quels sont les besoins ou les manques? Oui, je ne vais pas faire dans l'originalité. Je trouve aussi que côté gauche, effectivement, de la défense, c'est un petit peu là que c'est compliqué. Jordan Amavi, évidemment, ses performances sont difficiles. Massadio Haïdara n'est pas vraiment constant. Bradley Loco ne reviendra pas tout de suite. Donc, mais je crois qu'il faut vraiment un joueur polyvalent parce qu'après, mine de rien, en termes de nombre, l'effectif de Brest, il est quand même suffisamment large. Selon moi, on est à 22 joueurs de champ plus 3 gardiens. Même si Axel Camblon est parti prêté à Valenciennes là aujourd'hui. Donc le principal problème pour moi de l'effectif de Brest, c'est que des remplaçants qui sont censés amener quand ils rentrent ne sont pas au niveau. Ne sont pas au niveau attendu, donc c'est surtout ça le problème. Alors il ne faut pas forcément empiler les joueurs, et puis on sait la problématique de Brest dans les investissements, ce sera un mercato d'opportunités. Grégory Lorenzi, il est plutôt fort là-dessus, mais Eric Roy a déjà dit que ça se décanterait surtout fin janvier en fonction des retours de blessures. Moi, je pense que si un Pierre Lesmelou arrive à se rétablir vraiment bien, que Jonas Martin se rétablit vraiment bien, que Koulibaly se répartit vraiment bien d'ici fin janvier, voilà, la saison, ils peuvent la tenir même sans recrue, enfin, selon moi. Mais voilà, effectivement, si ça traîne, avoir un défenseur supplémentaire polyvalent, ce serait pas mal. Mais à vous entendre, du coup, vous écartez tout apport sur le plan offensif, alors que Xavier vient lui-même de dire que les entrants apportent pas forcément satisfaction. Ça a encore été le cas hier. Il faut qu'ils apportent une satisfaction maintenant. C'est-à-dire que, comme dit Xavier, ils ont lâché Camblin à Valenciennes parce qu'il n'a pas de temps de jeu, parce qu'il y a beaucoup de monde devant. Il y a des Salah, des Baldé, des Ajorc, des Sima. Enfin, je pense qu'il y a du monde. En plus, sur un système en 4-3-3 où il y a un attaquant de pointe et 2 ailiers. Je pense qu'ils ont quand même du matériel pour aller faire la saison. Je suis d'accord avec Xavier, c'est plutôt derrière, au milieu de terrain, que je verrai un petit peu plus de recrutement. Et ça va dépendre aussi des blessures. Là, si effectivement, comme dit Xavier, ça se rétablit pas assez tôt dans la saison, il y a un calendrier janvier-février qui est démentiel, ça va tirer la langue aussi. Donc, je pense que ça dépendra un petit peu des blessures et des retours aussi en termes de date, des joueurs qui pourraient revenir. Ouais.
Justement, Éric Roy, il a lui aussi été interrogé à ce sujet. Écoutez sa réponse. On en a parlé avec Greg. On sait que lui et moi, on sait que c'est des périodes compliquées aussi pour avoir le profil idéal sur ce qu'on souhaiterait. Donc je sais pas, je pense que ça se fera vraiment déjà dans l'attente de voir un petit peu les gars comment ils récupèrent ou pas. Là, tu peux récupérer quand même tout le monde dans le courant du mois de janvier, donc on verra. Enfin, j'ai fait aucune, en tous les cas, j'ai fait aucune lettre au Père Noël. On sent dans ses propos, et Xavier l'a dit aussi, tu l'as dit, il n'y a pas d'urgence à recruter. Non, parce que je pense qu'ils ont un effectif assez large pour jouer sur 3 tableaux. Encore faut-il que les joueurs reviennent de blessure. Xavier l'a dit, Lesmelou, c'est une interrogation quand même. S'il revient, c'est bien. S'il ne revient pas, il faut se poser la question aussi milieu de terrain. Hier, à Angers, il n'y avait que 3 milieux de terrain axiaux, vraiment de métier. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours des accords qu'il va falloir trouver. Et puis ce mercato de janvier, il est souvent calme au début et il peut aussi s'accélérer très vite. Dans son départ aussi, on a vu que Lesmelou l'année dernière avec Rennes dans la tête, ça va un peu vriller aussi. Donc est-ce que des attaques aussi sur des joueurs vont arriver aussi? Donc on peut jamais rien savoir sur un mercato, encore Sachant moins. que Brest a pas forcément besoin de vendre avec la cagnotte engendrée par la Ligue des Champions notamment. Ça ne sera pas une priorité pour Brest aujourd'hui de vendre au mercato d'hiver. Ils ont zéro intérêt à vendre. Ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui à vendre un joueur comme Camara ou comme Manetti. Enfin, c'est pas l'idée, quoi. Xavier, tu l'as dit, Grégory Lorenzi, il est spécialiste des bonnes affaires de dernière minute, hein, notamment en ciblant parfois des jeunes joueurs à fort potentiel. Ben oui, c'est là-dessus où il excelle aussi parce qu'il n'a pas le choix, vu que Brest n'a pas vraiment d'argent pour investir. Ben après, le truc, c'est qu'ils ont réussi quand même à bâtir une équipe dans les dernières heures du mercato d'été, mais une équipe qui, en quantité, je trouve, est quand même suffisante. En qualité, bon, bah après, ça, on peut toujours en reparler, mais il faut aussi, en quelque sorte, assumer un mercato d'été qui est quand même plutôt réussi et empiler des joueurs. En plus, avec peu de moyens, qu'ils vont pouvoir récupérer. Si c'est pour prendre un jeune prospect, comme ils ont pu faire en janvier déjà les saisons précédentes, est-ce qu'il apportera tout de suite quelque chose dans un mois de février où il y aura des barrages de Ligue des Champions, voire plus si affinité, dans un championnat où va falloir cravacher très certainement. On a vu le match d'hier à Angers. Je sais pas, empiler les profils pour empiler les profils, vraiment, sauf grosse opportunité. Je suis pas certain qu'il soit dans cette optique-là, aussi pour la dynamique de groupe qui a l'air quand même bonne, même s'il y a à redire sur les matchs et sur l'enchaînement des matchs. Tu parles de moyens, toi qui suis aussi le Stade Rennais, on se pose pas les mêmes questions. Non, le Stade Rennais, c'est la planche à billets, elle chauffe comme jamais sur ce début de mercato d'été, mais évidemment, c'est pas du tout le même genre de club, le même actionnaire derrière, et puis surtout, Brest n'a pas raté son mercato d'été comme l'a fait Rennes, donc ils sont pas obligés de faire des grosses corrections comme fait Rennes. Mais c'est vrai que si Brest avait ne serait-ce que 10% du budget de Rennes au mercato de janvier, il pourrait se faire plaisir. Bernard, un mot pour conclure sur ce que dit Xavier, conclure, notamment sur ce mercato qui... Je suis contre le mercato d'hiver. Pardon ? Je suis contre le mercato d'hiver. Contre le mercato d'hiver. Oui. Ça fausse le championnat, ça favorise les équipes... les gros. Les gros. Je ne cite pas de nom, mais ça favorise les gros. On a vu l'an dernier avec Lyon, par exemple, qui ont faussé le championnat. C'est un petit peu dommage. Mais je serais pour un recrutement, un polyvalent en défense et un polyvalent en attaque. Et pour clore sur le sujet, Pierre-Yves, côté départ, ça s'annonce calme, hormis Axel Camblan, a priori. Axel Camblan, mais encore une fois, on est quoi? On est le 10 janvier, le 9 janvier, le 11, le 6. Ça passe vite. Je suis en avance, mais ça dépend aussi des attaques, des clubs. On verra. Pour l'instant, il n'y a que Camblan, mais on ne sait jamais sur un mercato. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est est-ce que les blessés pourront revenir comme Pierre Lismé? C'est la question. Un Koulibaly a attendu le 10, le 10 janvier. Pour ce qui est de... Martin, le Cardinal, c'est fin janvier, début février. Oui. Et Lesmelou, c'est incertitude en fonction de ses douleurs aussi, de son ressenti. Ouais. Parce qu'on s'aperçoit quand Lesmelou est là au milieu, ça rassure, c'est clair. Oui, ça rassure tout le monde, ça je ne vous le fais pas dire. Allez tout de suite, place à notre deuxième débat du jour.
Avec cette question, comment expliquer ce Brest à deux visages en Ligue 1, battu 2-0 sur la pelouse d'Angers hier après-midi? Le Stade brestois a concédé sa 7e défaite en 8 déplacements en Ligue 1. Xavier, tu étais présent à Raymond Kopa hier pour commenter cette rencontre pour RMC Sport. Dis-nous-en un peu plus sur la prestation vue du stade, parce que devant notre écran, c'était pas fameux. Non, c'était pas fameux non plus vu du stade en ce qui concerne les Brestois, parce que bon, Angers mérite sa victoire, je trouve, dans ce qu'ils ont cherché à mettre, à savoir une équipe avec leurs moyens, un scénario qui leur est favorable, un joli but dès le départ, et puis après ça se recroqueville, à la fin ça tient, mais ça n'a pas eu non plus besoin de s'arracher totalement pour conserver cet avantage, parce que Brest a été très en deçà de son niveau. Moi, je les ai sentis vraiment éteints, sans rythme, sans énergie. Vraiment des attitudes assez surprenantes, une nonchalance. Alors je pense pas que c'est une nonchalance qui vient que ce soit d'un côté hautain ou quoi que ce soit, mais je pense que malgré tout l'enchaînement des matchs, l'enchaînement des compétitions, l'enchaînement des objectifs, ça pèse forcément, et c'est pas un groupe qui est forcément habitué à jouer autant. Et là ils se sont clairement pas mis au niveau. C'est pas la première fois cette saison sur les matchs à l'extérieur, et c'est dommage parce que je continue de penser que en faisant un tout petit peu plus, il serait déjà à l'abri en championnat, et il pourrait se libérer encore plus en Coupe d'Europe, parce que je pense qu'ils ne sont pas inquiets pour le maintien. Alors c'est vrai qu'il faut faire toujours attention quand on dit ça, parce qu'il ne faut pas non plus être trop naïf et puis ne pas voir le bas du classement se rapprocher. Mais voilà, je pense qu'avec un petit coup de collier supplémentaire, ils auraient pu clairement battre Angers hier. C'est ce qu'a dit Eric Roy en conférence de presse d'après-match hier. Pierre-Yves, c'est une défaite qui fait mal, on l'a évoqué, calendrier surchargé en janvier. Défaite face à l'adversaire le plus abordable finalement de ce mois de janvier. Ouais, parce que Xavier l'a dit, Angers, je pense, mérite sa victoire, mais c'était quand même assez faible. Ce bas de tableau Ligue 1, il est quand même faible dans la globalité, quoi. Donc oui, tu avais une possibilité de prendre 3 points. Je crois que de les mettre à 9 ou 8 points avec un goal average qui était comme favorable. Donc tu lâches 3 gros points, je pense. Mais surtout, ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est le début de match, en fait. Quand tu vas à Lille, quand tu vas à Montpellier, quand tu vas à Monaco, quand tu vas à Angers et que tu perds 1 ou 2-0 au bout d'un quart d'heure et que tu prends 0 points derrière. Jamais gagné. Ils ont été menés 8 fois au score cette saison, ils ont pris 0 points. C'est ce qui est compliqué. C'est plus ça, moi, qui m'interpelle sur le côté de la saison dernière. Quand ils s'étaient menés, ils ont réussi à prendre des points. Il y avait cet orgueil, cette réaction qui faisait qu'ils pouvaient aller. Et hier, après, les raisons, on les a pas. Xavier parlait aussi de l'enchaînement des matchs, c'est possible. Maintenant, il y a eu qu'une semaine de pause entre La Roche-sur-Yon et Angers. Mais moi, c'est le manque d'intensité, c'est des passes à 3 mètres qui n'arrivent pas, c'est des centres qui n'arrivent pas. À voir si ça dure, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on a l'impression qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Il y a un visage à domicile où ils arrivent à mettre de l'impact, à mettre de l'intensité, à prendre le ballon, à faire le jeu. Quoique sur les matchs. Forcément vrai en Ligue des Champions à l'extérieur. Ouais, parce que c'est notre compétition. C'est notre compétition, forcément. Je pense qu'inconsciemment, tu ne joues pas à Angers comme tu joues Salzbourg ou comme tu joues Prague. C'est inconscient. Maintenant, comme dit Xavier, il va falloir faire attention. Il n'y a pas le feu, mais ça peut aller vite. Bernard, qu'est-ce qui te dérange le plus dans cette défaite? C'est aussi l'attitude, comme l'ont évoqué Xavier, Pierre-Yves, l'engagement, le manque d'engagement. Le manque d'intensité. Le manque d'intensité, ça c'est clair. Une fois qu'ils encaissent un but, ils ont du mal à revenir. La preuve, ça s'est produit contre Auxerre, Montpellier. Et il y a un manque d'agressivité. Puis bon, le fait de jouer à domicile, je pense qu'ils sont transcendés par leur public, qui sont derrière. Dans le stade, c'est trop proche, les spectateurs sont trop proches du terrain. Je pense que ça les porte et ça joue peut-être là-dessus. Allez, autre réaction après la rencontre, celle du coach Eric Roy, on l'écoute. On ne tire pas les leçons en fait des matchs où effectivement on a été qu'on a perdu, des matchs, je me rappelle à Montpellier, je me rappelle à Auxerre. Et ce qui est terrible, c'est que encore une fois ce soir, première fois qu'il rentre dans la surface, il marque un but. En plus, j'ai même pas trouvé de réaction, alors que sur certains matchs à l'extérieur dont on a parlé, il y avait eu quand même un semblant de réaction. Et c'est vrai que ça, ce soir, j'ai trouvé qu'effectivement l'équipe était vraiment trop faible par rapport à ce qu'elle est capable de produire. Et c'est vrai que ça c'est décevant parce que je pense que c'était pour moi, et je l'ai dit, certainement le match le plus important du mois, parce qu'il nous permettait justement de nous repositionner dans ce championnat où on a envie d'exister. En jouant comme ça, on va devoir se battre jusqu'à la fin, effectivement, certainement, peut-être pour se maintenir. Hein. Il faut être conscient de ça, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de
de s'inquiéter ou de choses comme ça, mais il faut juste être conscient qu'à ce niveau-là, effectivement, ça suffira pas. Donc, il va falloir effectivement s'améliorer. Donc voilà, c'est décevant, mais après, voilà, c'est le match de ce soir. Peut-être que le week-end prochain sera complètement différent. Pour rebondir là-dessus, Xavier, tu étais à la conf de presse hier soir. Il a également évoqué le fait qu'il a mis en garde ses joueurs avant la rencontre. On se demande quel levier il peut encore actionner. Oui, bah surtout que c'est pas la première fois qu'il les met en garde. Il leur a juste dit, ce qu'a dit Eric Roy, soyez à votre niveau. En gros, faites le minimum qu'on vous demande, à savoir jouer à votre niveau minimal entre guillemets, et ça devait suffire parce que c'est vrai qu'Angers, voilà, dès que Brest accélérait, s'ils avaient mis un peu plus de risque, je pense qu'Angers explose. Les leviers, c'est de les remobiliser match après match, et on voit qu'ils sont toujours capables de réagir, notamment à Le Blé. Mais il faudra aussi prendre des points à l'extérieur. Et puis aussi, ce qui n'aide pas le club, on parlait justement du mercato et du fait qu'il y ait beaucoup d'attaquants, mais c'est que les attaquants qui sortent du banc, franchement, ils sont pas au niveau. Ibrahim Salah, moi j'avais des gros doutes déjà à Rennes. C'est très compliqué son entrée. Alors, il est capable de mettre du rythme, de mettre de la profondeur, mais on voit que techniquement, parfois, c'est vraiment dur. Donc en fait, on peut pas en faire un titulaire éventuellement sur un match à l'extérieur qui permettrait de gagner des matchs et de faire reposer potentiellement des titulaires. Romain Fère, c'est Romain Fère, hein, il est extrêmement agaçant parce qu'il est lui aussi pas à son niveau. C'est le seul que les dirigeants ont un peu tensé d'ailleurs, et Grégory Lorenzi dans l'interview de Pierre-Yves le dit, ont un peu tensé sur son niveau, sur le fait qu'il apporte pas assez. Donc ça, évidemment, c'est un poids aussi pour Eric Roy, pour avoir une équipe qui tourne bien tout le temps, partout, dans tous les matchs. C'est qu'il n'y a pas non plus l'émulation qui vient de derrière pour pousser tout le monde. Quelque chose à rajouter là-dessus? Oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. Les deux éléments qu'il a cités, là, c'est effectivement cela. Ils sont plus attendus aussi. Ils savent, c'est un 4-3-3 que les équipes commencent à connaître aussi. Moi, je m'interroge sur le fait d'avoir mis 3 milieux peut-être plus défensifs, hein, Camara, Minetti et Fernandez. Avoir mis un Doumbia dans l'entrejeu qui ça avait fonctionné contre Nantes et le PSV. Voilà, peut-être qu'ils ils sont aussi dans un besoin de se réinventer, de faire autre chose. Hier, un joueur comme Sima qui a besoin de profondeur, Angers a attendu, il n'a jamais pu prendre la profondeur. Del Castillo, il n'est pas à son niveau. Donc, après, voilà, il n'y a rien d'alarmant. Ils ont gagné des matchs, ils ont gagné un autre. Mais c'est vrai que ce match d'hier, il y a eu des matchs à Auxerre-Montpellier où il y avait une réaction en deuxième mi-temps. Là, il n'y en a pas eu. Donc, c'est compliqué. On va voir les conséquences, pardon Bernard, on va voir les conséquences au classement de cette nouvelle défaite avec le Stade Brestois 12e qui perd une place. Suivent le Stade Rennais, Angers et Saint-Etienne, alors que c'est Nantes qui occupe désormais la place de barragiste. Le Havre et Montpellier sont plus largement distancés. Prochain adversaire, ce sera Lyon samedi à 17h pour conclure la phase allée de ce championnat. L'OM, vous le voyez, 5e de Ligue 1, bien placé également pour finir dans le top 8 d'Europa League. Lyon de retour au premier plan. Bernard, c'est une belle affiche qui s'annonce samedi prochain à Le Blé. Pour Lyon? Oui. Oui. Pour Brest, oui, pour Brest et Lyon, oui. C'est une très très belle affiche. On aura certainement plus de soucis que contre Angers. Mais comme c'est à domicile, je pense que ça devrait passer avec l'apport du public. Ils vont être transcendés, les joueurs, là. Tu les as vus, Lyon, cette année, Xavier, déjà? Tu peux nous en dire un mot? J'ai pas vu tous leurs matchs, mais j'en ai vu quelques-uns. Oui, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, vraiment. Bernard parlait du mercato d'hiver. Oui, effectivement, ils ont faussé le championnat l'an dernier. Ils ont investi 140 millions. Hein. C'était monstrueux ce qu'ils avaient fait pour se sauver. Mais depuis, ils en portent les fruits parce que c'est vrai que ils ont conservé des joueurs du mercato qui amènent. Et puis, il y a un entraîneur qui prône le jeu. Donc, c'est une équipe qui en général met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme dans les passes, qui aime avoir le contrôle et la possession de balles. Donc non, c'est un gros adversaire. C'est un gros adversaire. Et ça va être très intéressant de voir justement si Brest va monter le curseur aussi. Ils n'auront pas le choix, sinon je pense que Lyon... moi, je mets Lyon quand même favori de ce match. Sous les dilemmes. Écoute, on verra tout ça samedi sur les coups de 17h. On passe à notre dernier débat du jour. Avec un thème déjà abordé ici même avant les fêtes, mais qui a connu de nouvelles évolutions en fin d'année, Pierre-Yves, à savoir où le Stade Brestois doit-il jouer la suite de la Ligue des Champions. À cette question, y a-t-il encore match entre le Stade de France et le Rodourou? Il semblerait que le Stade de France soit le plan A, passé de possible à
très probable. Ouais, alors évidemment, il y a encore match parce que c'est la décision des frères Le Saint de vouloir aller au Stade de France. Le Stade de France, d'ailleurs, est OK de les recevoir. Maintenant, est-ce que l'UEFA va accorder à Brest cette possibilité? C'est là la question, en fait. C'est la question, savoir aussi, parce que quand on choisit un stade après les barrages, enfin à partir des barrages et des huitièmes, on doit garder ce stade-là jusqu'à la fin. Donc imaginons que Brest aille en barrage et pas son barrage, ils devront aussi le Stade de France en huitième. Est-ce qu'il est disponible aussi en mars ou avril? C'est la question. Mais il y a encore match parce qu'il n'y a pas encore d'accord officiel entre les trois parties. Guingamp reste une possibilité, mais on en saura plus, je pense, assez rapidement. Ouais. C'est quoi les arguments en faveur du Stade de France, peut-être, Bernard? L'argument, c'est l'argument financier, tout simplement. Disons que... Aussi en termes d'accueil du public, il y a eu beaucoup de frustrés quand même pour la billetterie face au Real. Je suis entièrement d'accord. Disons que le Stade de France, ce serait l'idéal sur le plan financier, et Rodourou, ce serait l'idéal pour les supporters qui pourraient même se déplacer pour plus facilement. En fait. De qualification. Pour une qualification, exactement. Ce serait peut-être plus à l'aise. Est-ce que c'est, selon toi, Xavier, ton avis, c'est que financier le Stade de France, ou c'est aussi pouvoir potentiellement remplir un stade et faire une grosse opération de communication, ton avis? Oui, évidemment, financièrement, si ils arrivaient à le remplir, effectivement, ils pourraient s'y retrouver. Mais il y a aussi une question d'image, comme tu dis, de communication. Ça peut créer un événement rare, un coup de projecteur énorme sur le club qui a une cote de sympathie justifiée et très importante, pas seulement à l'échelle du Finistère et de la Bretagne, à l'échelle nationale. Donc, effectivement, ce sera un coup de communication. Après, moi, je m'interroge le fait que le secteur sportif soit contre, ou en tout cas, eux, ils ont pas envie de faire la fête. Le secteur sportif, ils ont envie de mettre tous les moyens possibles pour se qualifier. Ouais. Et le Rodourou, c'est là où ils ont certainement le plus de chances de se qualifier, parce que c'est un stade qu'ils connaissent. Et puis, ça resterait dans le territoire. Donc, c'est deux visions qui s'opposent. Je sais pas, la fameuse grande diaspora bretonne qui remplirait facilement le Stade de France, je sais pas. Tu crois pas? Je sais pas, ils ont sans doute plus d'éléments que nous, mais s'il faut commercialiser avant le tirage, il y a peut-être un petit risque malgré tout. Mais je pense que les frères Le Saint ils n'aiment pas forcément lâcher l'argent si ils savent que ça va être à fond perdu. Donc j'imagine qu'ils ont étudié tout ça. Moi, si vous me demandez mon choix, c'est garder le Rodourou ou envisager la solution Rennes. La solution Rennes n'est pas envisagée a priori, parce que n'a pas été contacté, mais ce serait une solution qui serait au milieu et qui serait bonne, selon moi. Mais a priori, c'est qui se fera pas malheureusement, Pierre-Yves. Les supporters brestois, eux, ils y sont farouchement opposés, notamment les groupes de supporters. Les ultras, en tout cas, sont opposés au Stade de France. Nous, les sondages qu'on a pu faire aussi, les supporters, dans leur majorité, alors évidemment, on ne parle pas pour tout le monde, mais sont plutôt dans l'idée d'aller à Guingamp. Mais je trouve que c'est une solution. C'est un débat qui, je trouve, n'a pas de solution idéale. En fait, il y a des gens dans l'entourage qui, évidemment, qui sont pas abonnés à Le Blé ni à Guingamp et qui pourront jamais voir un match de Ligue des Champions. À l'inverse, il y a un chaudron qui s'est créé à Guingamp et c'est aussi cette ambiance qui a fait que Brest a battu le PSV. Dernier truc pour moi, je trouve qu'on marche sur des œufs parce que on ne sait pas si ce sera un Brest-Bruges ou un Brest-City au Stade de France. Un Brest-PSG. Un Brest-PSG au Stade de France, c'est risible. Un Brest-Benfica au Stade de France, avec la diaspora portugaise aussi au Stade de France, qui est à Paris. Ouais, bien sûr. Pareil, Brest-Bruges va vendre un Brest-Bruges au Stade de France pour 80 000 personnes. Tu fais Brest-Real à Guingamp. Real Madrid, c'est le club le plus puissant du monde. Donc voilà, il faudrait un Brest City quelque part à Stade de France. Donc voilà, je trouve que c'est un débat qui fait parler et qui compliqué de trouver une solution idéale sur ce sujet. Moi, je pense que Stade de France, il aurait pu se penser à partir des huitièmes, être sûr d'avoir une grosse affiche. Au moins, le débat aurait pu être un peu plus. C'est vrai que c'est pas. Un peu plus. C'est pas simple. C'est vrai que c'est pas évident. Il est en conclure, malheureusement. Bernard, je suis obligé de te couper. Le Rodourou pour le plan sportif. C'est terminé. Puisque l'on parle de stade, d'ailleurs, notez que la semaine prochaine, une émission spéciale avec un dossier consacré à l'Arkea Park, nom du futur stade du club, et sur lequel nous ferons donc un point complet lundi prochain dans T'es dans le match. Voilà, c'est l'heure de se quitter. Merci Xavier, à bientôt. Bonne semaine. À bientôt. Un grand merci à toi, Bernard. Merci de m'avoir invité. Pour ta venue. Merci également, Pierrot. Quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau T'es dans le match. Salut à tous.